$84. C'est là que l'argent s'accroche ce vendredi. Après avoir touché $80 en début de semaine, après avoir frôlé les $100 au plus fort de la panique géopolitique. Et personne dans les grands médias financiers ne semble comprendre ce que ce chiffre signifie vraiment. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi ce rebond n'est pas une simple correction technique. Pourquoi il est exactement là où la logique du marché physique le place? Et pourquoi les semaines qui viennent pourraient ressembler à quelque chose que nous n'avons pas vu depuis des décennies. Commençons par les faits. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé des frappes coordonnées sur l'Iran. L'ayatollah Ali Khamenei a été tué lors de la première journée des opérations militaires. En réponse, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz. 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole transite par ce couloir de 34 km de large. En 48 heures, plus de 150 tankers étaient immobilisés à l'extérieur du détroit. Les géants du transport maritime, Maersk, CMA CGM, Hapag-Lloyd, ont suspendu leur transit. Ce vendredi, le Brent a clôturé à $92,69 le baril. Le WTI, le brut américain, a dépassé $90. Hausse de 35% sur la semaine entière, la plus forte hausse hebdomadaire de l'histoire du contrat à terme américain depuis 1983. Ce n'est pas une statistique ordinaire. Le ministre de l'énergie du Qatar, Saad Al-Kaabi, a déclaré au Financial Times que le pétrole pourrait atteindre $150 si les tankers ne pouvaient pas reprendre passage dans les prochaines semaines. Il a dit que cela pourrait faire effondrer les économies du monde. Ce n'est pas un analyste anonyme, c'est le ministre de l'énergie d'un des plus grands exportateurs mondiaux de gaz naturel liquéfié. Les données complètes sur cette crise, inventaire, position institutionnelle, chronologie des mouvements de capitaux, sont documentées dans la recherche financière. Ici, je vais vous montrer la structure qui explique tout. Maintenant, superposez le choc pétrolier à ce que les marchés financiers ont appris ce matin même. Les États-Unis ont perdu 92 000 emplois en février. Les économistes attendaient un gain de 58 000. Ce n'est pas un manque à gagner. C'est une direction complètement opposée. Le taux de chômage a grimpé à 4,4%. Et pendant ce temps, les salaires horaires moyens ont continué d'augmenter. Les emplois disparaissent et les prix restent élevés. Ces deux phénomènes simultanés ont un nom. Ce n'est pas un atterrissage en douceur, c'est la stagflation. La Réserve fédérale américaine ne peut pas baisser ses taux sans alimenter l'inflation. Elle ne peut pas les maintenir sans accélérer les pertes d'emplois. C'est un piège sans sortie propre. Chaque déplacement de $10 du baril de pétrole ajoute environ 20 points de base de pression inflationniste. Le pétrole est passé de $65 à plus de 90 en quelques jours. La Fed regarde des projections d'inflation qui se dégradent pendant que le marché du travail s'effondre. Ce n'est pas un coin dans lequel elle est acculée. C'est une pièce scellée sans porte. Revenons à l'argent, parce que c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Le COMEX est la principale bourse à terme pour les métaux précieux aux États-Unis. Dans ces entrepôts enregistrés, ceux qui servent à honorer les livraisons physiques, il restait 86,13 millions d'onces au 1er mars. En baisse de 31% par rapport au niveau de l'automne dernier. Le jour où les contrats de mars sont arrivés à échéance, 10 526 contrats, représentant 52,6 millions d'onces, se sont présentés pour livraison physique, en une seule journée. 52 millions d'onces réclamées sur 86 millions disponibles. 61% de l'inventaire livrable requis en 24 heures. Ce n'est pas normal. C'est le taux de livraison le plus concentré de toute l'histoire moderne du COMEX. Voici le problème avec tout vidéo sur ce sujet. Ce que je viens de vous montrer, ce sont les données stables, celles qui ne changent pas de semaine en semaine. Mais il existe un autre ensemble de données, des inventaires qui baissent chaque jour ouvrable. Des positions institutionnelles qui se déplacent en temps réel. Des fenêtres qui se ferment pendant que la plupart des gens regardent encore dans le rétroviseur. Ces données ne peuvent pas figurer dans une vidéo qui restera en ligne pendant des années. Elles seraient obsolètes en quelques semaines. C'est pourquoi elles sont documentées séparément, mises à jour quand les chiffres changent. Pour ceux qui veulent suivre l'évolution, c'est dans la description. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer ce que ces chiffres signifient historiquement. Les utilisateurs industriels ne roulent plus leur position. Ils prennent la livraison physique. Ce changement de comportement est capital. Ajoutez Shanghai à ce tableau. La Shanghai Futures Exchange a vu ses inventaires d'argent chuter de 77% depuis octobre 2025. De 36 millions d'onces à environ 8,2 millions. La Shanghai Gold Exchange affiche une baisse similaire de 64%. 3 bourses distinctes, 3 continents, toutes en train de se vider simultanément. Cette documentation complète avec les données qui évoluent chaque semaine est dans la description. Pour ceux qui veulent approfondir, c'est par là.
Mais ce qui vient maintenant est ce que la plupart des gens ne connectent jamais. Il y a dans l'histoire économique des moments où plusieurs systèmes se tendent simultanément, pas l'un après l'autre, ensemble. Et chaque fois, les mêmes signaux ont précédé les mêmes ruptures. 1961. Le Wall Street Journal commence à publier des articles sur les flux d'or quittant les États-Unis vers l'Europe. Kennedy est président depuis quelques mois. Les économistes commencent à murmurer que le système de Bretton Woods ne peut pas tenir longtemps. 10 ans plus tard, Nixon ferme le guichet d'or, le dollar se décroche de son encre physique. Le pétrole suit 2 ans plus tard, avec le premier choc de l'OPEP, et l'argent commence sa montée. Ce cycle a duré une décennie entière, 2008. Les marchés actions s'effondrent. Les banques se figent, le crédit se contracte, les métaux rebondissent, pendant que les banques centrales inondent le système. Le pattern, c'est qu'il monte quand les systèmes de garantie du papier se fissurent. Un pattern qui se lit maintenant pour ceux qui savent quoi chercher. 1961. Le Wall Street Journal commence à signaler des flux d'or quittant les États-Unis vers l'Europe. Kennedy est président depuis quelques mois. Les économistes murmurent que Bretton Woods ne peut pas tenir. 10 ans plus tard, Nixon ferme le guichet d'or. Le dollar se décroche de son encre physique. Le pétrole suit 2 ans plus tard avec le choc de l'OPEP. L'inflation dépasse 10%, et l'argent, qui valait 2 $ l'once en 1970, atteint 50 $ en janvier 1980. Une multiplication par 25 en moins d'une décennie. Ce n'est pas de la magie, c'est de la mathématique. Quand le système de garantie du papier se fissure, le métal physique reprend son rôle d'encre réelle dans l'économie. 1987. Les marchés actions s'effondrent le lundi noir, le 19 octobre. Le Dow Jones perd 22% en une seule journée. 2008. Les banques se figent, le crédit se contracte. Les métaux, après une liquidation initiale violente déclenchée par les appels de marge, recommencent à monter pendant que les banques centrales inondent le système. Le pattern n'est pas que les métaux montent toujours. Le pattern, c'est qu'ils montent quand les systèmes de garantie du papier commencent à se fissurer. Et là, ce vendredi 6 mars 2026, plusieurs systèmes se fissurent simultanément. Le marché de l'emploi américain affiche les premiers signaux classiques de stagflation. Le marché pétrolier est en état de choc. Et le marché de l'argent physique affiche des signaux de tension inédits depuis des décennies. Ces 3 convergences simultanées ne sont pas un hasard, c'est un pattern. Et il se lit maintenant. Parlons du détroit d'Ormuz avec ce contexte en tête. Ce couloir mesure 34 km à son point le plus étroit. Par là, transitent normalement 14 millions de barils de pétrole par jour. Environ un tiers de toutes les exportations mondiales de brut par voie maritime. 75% de ce pétrole va vers l'Asie, vers la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud. Ces économies n'ont pas de remplacement rapide disponible. Il n'existe pas de pipeline alternative de cette capacité. Il n'existe pas de flotte de tankers supplémentaires attendant dans un port. L'Europe reçoit entre 12 et 14% de son gaz naturel liquéfié depuis le Qatar, en passant par ce même détroit. Le Qatar a suspendu sa production. Il a déclaré la force majeure. Les prix européens du gaz ont presque doublé en quelques jours. Ce n'est pas une perturbation cyclique. C'est une rupture simultanée de l'énergie, de la fabrication industrielle, des engrais agricoles et des transports maritimes. Et la Réserve fédérale ne contrôle aucune de ces variables. Elle ne peut ni forer de pétrole, ni rouvrir un détroit par décret monétaire. Ce vendredi, le S&P 500 a clôturé en baisse d'1,29%. Le Nasdaq a perdu 1,52%. Le Russell 2000 a chuté de plus de 2,3%. Les obligations et les actions ont baissé simultanément sur des données d'emploi faibles. Quand cela se produit, le marché obligataire n'anticipe pas des baisses de taux. Il avertit d'une détérioration économique. Ce changement de régime dans la façon dont les marchés lisent les données est ce qu'il faut surveiller. Pas la volatilité quotidienne, la direction du changement de régime. Revenons maintenant à l'argent avec ce contexte complet en tête. L'argent est utilisé dans les panneaux solaires, dans l'électronique de défense, dans les semi-conducteurs, dans les véhicules électriques, dans les équipements médicaux, dans les systèmes de communication militaire, tout ce que cette guerre va nécessiter davantage, tout ce que la transition énergétique nécessite davantage, et tout cela consomme de l'argent physique d'une manière définitivement irréversible. Un panneau solaire usagé ne retourne pas au COMEX. Un circuit électronique fondu ne revient pas sur les marchés à terme. Le métal est consommé, il disparaît dans des produits permanents. Et la demande industrielle pour 2025 était déjà estimée à 1,2 milliard d'onces, pour une production minière mondiale de 830 millions d'onces, un déficit structurel de 370 millions d'onces pour la 4e année consécutive. Cela avant la guerre, avant les chocs de chaînes d'approvisionnement,
avant que les utilisateurs industriels commencent à comprendre que les bourses à terme ne peuvent peut-être pas toujours livrer dans les délais promis. Ce dernier point est le plus important. Il y a quelque chose de précis dans le comportement actuel des utilisateurs industriels d'argent que les marchés financiers n'ont pas encore pleinement intégré dans leur modèle de prix. Depuis des décennies, le système fonctionnait ainsi. Les fabricants commandaient de l'argent. Les bourses, à terme, livraient. Personne ne posait de questions sur la profondeur réelle des stocks disponibles. Aujourd'hui, ce présupposé silencieux est remis en question. Et une fois qu'un utilisateur industriel commence à se demander si la livraison sera honorée, il ne revient pas à la confiance aveugle. Il sécurise son approvisionnement directement. Les producteurs d'électronique et de panneaux solaires commencent à négocier des contrats directs avec les mines d'argent. Ils contournent les bourses à terme, parce qu'ils ne peuvent plus se permettre d'attendre de voir si la livraison sera honorée. Cette désintermédiation du COMEX réduit encore davantage le métal disponible pour le règlement financier. Elle accélère exactement la dynamique que nous décrivons. Et voici ce que presque personne ne mentionne dans les médias financiers occidentaux. L'Inde, l'un des plus grands consommateurs d'argent au monde, a officiellement exigé que ses fonds d'investissement et ETF cessent d'utiliser le prix de référence de la LBMA de Londres comme benchmark de valorisation, à compter du 1er avril 2026. La raison officielle est l'uniformité réglementaire. La vraie raison est plus directe. L'Inde a regardé ses prix domestiques d'argent se décrocher massivement des prix de Londres par 2 fois en 6 mois. En octobre 2025 et à nouveau en début d'année, parce que le métal physique ne pouvait simplement pas être livré assez vite depuis Londres pour satisfaire la demande indienne. L'arbitrage a échoué, les prix se sont découplés, et le régulateur indien a silencieusement réécrit les règles pour refléter ce qui se passe réellement sur le marché physique. Quand l'un des plus grands consommateurs d'argent du monde se retire formellement du mécanisme de fixation de la LBMA, vous regardez l'architecture de l'ancien système être remplacée en temps réel. Ce n'est pas une rumeur, c'est une décision réglementaire officielle. Maintenant, regardons les chiffres du jour. L'argent est à 84,20 $ l'once ce vendredi matin, en hausse de 2,65% par rapport à jeudi, en hausse de 18,45% depuis le 1er janvier. Le ratio or-argent est à 60,64. Il faut 61 onces d'argent pour acheter une once d'or. Ce ratio a été aussi bas que 32 au pic de 1980. L'écart entre ces deux chiffres dit beaucoup sur l'évaluation actuelle de l'argent. L'or est à 5 105 $ l'once, en hausse d'environ 18% depuis le début de l'année. Goldman Sachs a calculé une prime de risque de 18 $ par baril déjà intégrée dans le prix du pétrole brut, correspondant à un scénario d'interruption totale d'1 mois des flux par le détroit d'Ormuz. Si cette interruption persiste, Wood Mackenzie avertit que le Brent pourrait atteindre 100 $. Barclays ne peut même pas exclure 120 $. Ces niveaux de pétrole ajouteraient entre 1 et 2% de pression inflationniste supplémentaire à une économie qui affiche déjà des signaux de stagflation. La Fed regarde tout cela, elle ne peut rien faire de propre. Chaque option qu'elle a disponible aggrave un aspect du problème qu'elle tente de résoudre. Voici la question à surveiller dans les 30 prochains jours. Que se passe-t-il avec les inventaires enregistrés du COMEX à mesure que la Shanghai Futures Exchange approche des niveaux critiques ? Quand une bourse passe en dessous de l'équivalent de 4 jours de production minière mondiale dans ses entrepôts, ce n'est plus un marché qui fonctionne normalement. C'est un marché où l'écart entre le papier et le physique devient un problème structurel, pas cyclique, structurel. La différence est fondamentale pour comprendre ce qui vient. Regardez les données de positionnement qui suivront la récente réduction des marges futures d'argent par le CME Group. Regardez dans quelle direction l'intérêt ouvert se déplace dans les semaines qui viennent. C'est là que commence à s'écrire le prochain chapitre de cette histoire. Il y a une autre donnée que très peu de personnes surveillent dans ce contexte. Le CME Group a récemment réduit les marges requises pour les contrats à terme sur l'argent de 22% en un seul mouvement, officiellement pour faciliter la liquidité du marché. Mais regardez ce que cela fait dans le contexte actuel. Cela rend moins coûteux de maintenir des positions vendeuses sur un marché dont le support physique s'érode le plus rapidement. Les deux forces se déplacent dans des directions opposées. Le papier devient moins cher à maintenir pendant que le physique devient plus rare. Cette divergence entre le coût de la position papier et la disponibilité réelle du métal physique est exactement le type de tension qui précède les ruptures de prix dans l'histoire des matières premières. Consultez les rapports d'inventaire du COMEX directement sur le site du CME Group. Vérifiez les données de la LBMA. Lisez les rapports officiels du Silver Institute sur le déficit structurel. Vérifiez chaque chiffre. Les sources primaires sont dans la description. Investissez avec la logique, pas avec l'émotion, pas avec les titres, pas avec les discours des banques centrales sur la maîtrise de la situation. Rappelons-nous ce que nous savons avec certitude aujourd'hui.
Les inventaires enregistrés du COMEX ont perdu 31% en quelques mois. La Shanghai Futures Exchange a perdu 77% de ses stocks d'argent depuis octobre. L'Inde se retire officiellement du mécanisme de prix de la LBMA. Les utilisateurs industriels contournent les bourses pour s'approvisionner directement auprès des mines. Et tout cela se produit pendant qu'une guerre dans le golfe Persique perturbe 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole et provoque une onde de choc inflationniste que la Fed ne peut pas contrôler. Chacun de ces éléments serait déjà une information significative s'ils se produisaient seuls. Ensemble, ils forment quelque chose de différent. Ils forment exactement le type de convergence qui, dans l'histoire financière des 50 dernières années, a systématiquement précédé les grandes réallocations de capital vers les métaux physiques. Ce n'est pas une prédiction. C'est une observation de la structure actuelle du marché. Et la structure parle clairement pour ceux qui écoutent les données plutôt que les narratives. Investissez avec les données du marché physique, celles qui ne mentent pas. Si cette analyse vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne. Nous mettons à jour ces données régulièrement et analysons chaque développement significatif dès qu'il se produit. La situation évolue vite, et ceux qui comprennent la structure sous-jacente ont toujours un avantage sur ceux qui ne réagissent qu'au titre du lendemain. À très bientôt.